recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Yvette Alavor est une femme battante résiliente, remplie d'attention, qui ne recule devant rien. Aînée d'une fratrie de 4 enfants, elle a reçu une éducation qui lui a forgé son caractère actuel. Très tôt, elle a pris goût à la vie associative grâce à sa mère. De nombreux épisodes douloureux lui feront changer de comportement et de métier en 2010. De son statut de spécialiste en stratégie, marketing et communication, elle passe à celui de gestionnaire de projet et experte en communication sociale. Yvette Alavor a révolutionné le monde de la lutte contre le paludisme au Bénin en attirant Speak Up Africa et d'autres partenaires à revoir et améliorer leurs interventions. Avec ses nombreux combats, elle est propulsée à la tête de la coalition Zéro Palu. Yvette Alavor, cette mère passionnée par l'éducation des enfants, est l'Amazone que nous recevons pour vous ce samedi. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision, c'est votre émission Politiquement Féminin. Politiquement Féminin de cet après-midi s'intéresse à la santé à travers la thématique le rôle des femmes dans l'éradication du paludisme à l'horizon 2030. Pour en parler, nous recevons pour vous Yvette Alavor, elle est directrice exécutive de l'ONG ICON. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je me porte très bien. Alors, vous venez de suivre votre présentation. Vous aurez l'entretien avec moi. Et tout à l'heure, comme vous êtes une reine, comme l'a dit la présentation qu'on a faite sur vous, vous aurez donc droit à un thé de reine. Merci. Mais avant, votre présentation, est-ce qu'elle a été parfaitement réussie ou alors il y a des choses qu'on aurait dû dire qu'on n'a pas dit? Bon, elle est assez courte. Mais l'essentiel a été dit. Si je dois peut-être ajouter quelque chose, c'est que à certains moments, je m'érige en coach ou je fais du coaching surtout pour les jeunes filles. Donc, et je suis conférencière aussi sur certaines thématiques, surtout les thématiques d'actualité liées au genre. C'est bien des sujets sur lesquels j'opine souvent. D'accord. Et un peu de politique aussi par moment. D'accord. Donc voilà. C'est toujours bon à savoir, justement, parlant de politique, mais de la politique sanitaire. Hein. Il y a quelques jours, le gouvernement s'est octroyé des appareils médico-techniques. Votre appréciation? J'avoue que c'était quelque chose que nous, dans notre milieu, on attendait depuis longtemps, puisque je suis également à l'INC, qui est justement l'instance de coordination du Fonds mondial ici au Bénin. Et c'était des commandes qui avaient été passées et puis on attendait que tout cela arrive pour renforcer encore davantage le système sanitaire béninois. Ça s'est fait par étapes. Il y avait déjà une première vague qui avait été reçue l'année dernière et je crois que il y a une autre vague qui vient d'arriver. Je les ai d'ailleurs vus hier au ministère. Et c'est vraiment salutaire de voir tous les efforts que le gouvernement fait pour pouvoir améliorer un tant soit peu la santé
des Béninois. Alors justement, lorsque vous percevez un peu aujourd'hui le plateau sanitaire béninois, qu'est-ce que vous ressentez? Si je dois retourner 10 ans en arrière, je vous assure que c'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est vrai, il reste beaucoup à faire, mais pour ce que on a pu voir en 10 ans, je pense qu'il y a un accent particulier qui a été mis justement dans l'amélioration des soins sanitaires et du plateau technique au Bénin. Et comme on dit, c'est petit à petit que on fait les choses. On peut pas le faire du jour au lendemain. Donc il y a eu un bon début, ça se poursuit et je suis convaincue qu'à l'arrivée, il y aura de très belles choses pour les Béninois. Il y a une autre décision qui a été prise en Conseil des ministres le mercredi par rapport à la sécurité des patients au niveau de nos hôpitaux. À ce niveau également, quelle est votre appréciation? Ah, je crois que ça, vraiment, c'est la bienvenue. Parce que je n'ai pas envie de critiquer sur ce plateau, mais je sais qu'il y a quand même un certain nombre de pratiques sur le terrain qui se font et qui ne participent pas forcément au plein épanouissement des patients. Et c'est vraiment salutaire, cette décision qui vient d'être prise. Maintenant, on va le voir dans l'application. On va juger le maçon au pied du mur, c'est ça? Exactement, un tout petit peu, parce qu'on se connaît entre Béninois. On se connaît entre Béninois. Alors, c'est l'une des maladies qui continue de tuer en Afrique de façon générale et également dans notre pays. Alors, dites-nous un peu, pourquoi vous avez choisi le paludisme? Alors, j'ai choisi le paludisme pour la simple raison que c'est une maladie que l'on peut éviter, une maladie que l'on peut guérir et une maladie qui se soigne assez facilement. Mais le paradoxe, c'est que ça touche tellement de gens que on se demande, mais pourquoi est-ce que une maladie plus ou moins aussi banale que ça continue de sévir? Elle continue de sévir tout simplement parce que elle est ciblée. Tout le monde tombe malade du paludisme, c'est vrai, mais quand vous avez un système immunitaire un peu plus fragile, ça vous atteint beaucoup plus. Et c'est le cas des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Raison pour laquelle toutes les interventions qui sont faites sont pour la plupart orientées vers cette cible-là. Ce qui fait que il fallait à un moment donné, puisque moi-même j'en ai fait les affres quand j'avais eu ma petite fille, je savais pas justement qu'elle avait... J'avais fait un palu en début de grossesse et j'ai été traitée, pas plus que ça, et à l'arrivée, l'enfant est né avec un petit poids, avec pas mal de petites complications. Et à la fin, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Parce que si j'avais eu la bonne information, c'était peut-être quelque chose auquel j'aurais pu faire plus attention et éviter certaines choses. Donc du coup, toutes les fois où moi je me rendais justement à la clinique, à la maternité pour soigner justement mon enfant, je voyais beaucoup d'autres femmes qui venaient pour le même problème. Donc du coup, étant spécialiste en communication, moi je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose à faire. Donc, au lieu d'aller faire du marketing auprès des entreprises, je dis, bon, il vaut mieux que je fasse ma reconversion. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans ce milieu-là. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, en tant que maman, les mères avaient besoin de l'information. Pas que l'information ne passait pas vraiment, mais elles ne comprenaient pas la pertinence, justement, de faire attention, par exemple, aux règles de prévention qui sont des attitudes à avoir aussi banales. Pardon, tout à l'heure vous avez parlé vous avez dit tout à l'heure que le paludisme était une maladie banale, mais moi je vous posais la question. Non, a priori banale. Voilà, a priori banale. Mais est-ce qu'on devrait banaliser cette maladie-là? Parce qu'il y en a qui banalisent cette maladie-là. Justement, quand moi je me suis évertuée dans la sensibilisation dans les années 2015-2016, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que tout le monde trouvait tout le monde trouvait normal de tomber malade du paludisme. On se disait, mais non, on veut pas faire attention. De toutes les façons, si je tombe malade, je pourrais aller en pharmacie et puis me
me procurer, juste quelque chose et puis c'est bon. Alors que à la maison, on a la possibilité d'éviter d'être piqué de sorte de tomber malade. Et donc, c'est sur ce chantier-là que Icône 360 degrés avec mes équipes, on s'est appesanti pour passer de ménage en ménage et bon, on parle de garde d'enfants parce que bien souvent dans les contrées, dans les villes, les mamans sont pas souvent à la maison, elles sont sur le lieu du travail. Donc, les mamans et les gardiennes d'enfants, pour leur dire non, vous avez la possibilité, la capacité d'éviter. La première chose que vous deviez faire déjà, c'est de dormir sous moustiquaire. C'est l'une des premières barrières et c'est la meilleure des barrières d'ailleurs. De toutes les façons, en parlant de moustiquaire, nous allons aborder ce point tout à l'heure au cours de cet entretien. Mais alors, depuis que vous avez commencé cette lutte contre l'éradication du paludisme dans notre pays, comment se présente le tableau de la lutte contre le paludisme au Bénin? J'avoue qu'il y a eu pas mal d'avancées. En 2015, il y a eu un grand sommet qui a défini les priorités pour l'éradication de cette maladie d'ici l'horizon 2030. Et chaque État s'en est approprié et a revu un tout petit peu au niveau État les interventions qu'elle doit faire pour atteindre cet objectif-là. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que de 2002 à 2011, il y avait vraiment de bons résultats. Et quand on a commencé par entamer 2012, 2013, 2014, 2015, on a remarqué une stagnation. Comme si, malgré tous les efforts qu'on faisait, ça ne bougeait plus. Donc, à un moment donné, on s'est dit, peut-être que les causes sont ailleurs. Et c'est là où, justement, les pays ont pris sur eux l'introduction de nouvelles politiques telles que la TPI, la chimioprévention saisonnière, pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs d'élimination d'ici l'horizon 2030, voire d'éradication. Et à cet effet, on s'est rendu compte que il y avait de bons résultats jusqu'en 2020. 2020, nous avons eu la Covid qui a duré pratiquement 2 ans. Et qui a encore remis plus ou moins en question les nombreux acquis. Et là, maintenant, c'est en train de reprendre parce que nous avons la chimioprévention saisonnière qui a commencé dans le nord et les collines, et nous avons le vaccin qui, depuis 1 an, est d'actualité et qui a fait que, l'incidence palustre au Bénin a drastiquement reculé. On était parmi les 20 pays les plus endémiques dans la zone africaine. On était 18e, mais là, on est passé au 16e rang. Donc, c'est pas un grand effort. Deux petits bons. 2 petits bons en 1 an, mais c'est quand même quelque chose, je pense. 2 petits bons, je pense que c'est pas grand chose, mais c'est important. Mais c'est quelque chose quand même. Voilà, donc il faut maintenir les acquis et pérenniser tout ce qu'il y a comme action qui marche aujourd'hui. Alors, lorsque nous regardons un peu la carte du Bénin, comment se fait la transmission du paludisme depuis toujours? Parce que quand on regarde, nous avons quand même 3 zones, c'est-à-dire que nous avons la zone du sud, nous avons la zone du centre et nous avons la zone du septentrion. Oui. Le paludisme, aujourd'hui, les zones les plus endémiques au Bénin sont les zones du nord. Les zones du nord, tout simplement parce que c'est pas encore prouvé vraiment. Mais il y a beaucoup plus de forêts là-bas que dans le sud. Et ils ont une seule saison de pluie, mais qui dure. Elle commence c'est vrai qu'on est en plein changement climatique, mais théoriquement, j'y arrive. Elle commence en juillet et finit vers septembre, octobre, novembre par moment. Donc, Là, nous sommes en plein dedans, là. Nous sommes en plein dedans. D'accord. Et il faut dire que les populations ont un pouvoir d'achat un peu plus faible que ceux qui sont dans le sud. Et donc, du coup, vu que on cible souvent comme quoi c'est la maladie de ceux-là qui ont un faible pouvoir d'achat,
Donc, pour le moment, c'est vrai que dans le sud, il y a eu un grand travail qui, entre-temps, a été fait. Et maintenant, c'est le nord dans lequel ils sont en train de faire tout ce travail-là. Donc, il était important pour le pays de focaliser justement ces interventions dans cette zone-là et de trouver vraiment des interventions qui apportent des résultats. D'où l'introduction, par exemple, des moustiquaires bio et PBio, qui sont des moustiquaires de nouvelle génération et qui sont ciblés, on les met, ils sont utilisés dans les zones vraiment endémiques pour que, franchement, les barrières soient vraiment au rendez-vous. Mais au-delà de cela, le nord, parce que, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de forêts là-bas. Oui. Et donc, les distances également sont longues. L'accessibilité également est un peu plus pénible que dans le sud. Donc, c'est autant de barrières qui font que les résultats que nous avons dans le sud ne sont pas pareils que dans le nord. Mais je sais que le gouvernement aujourd'hui fait le maximum pour que dans cette zone du pays, les objectifs soient pleinement atteints. Alors justement, vous avez parlé de statistiques tout à l'heure. Ouais. Dans nos recherches, nous avons découvert que le Bénin était quand même classé parmi les 15 pays qui ont connu ces dernières années un taux assez élevé par rapport à la mortalité liée au paludisme. Alors, entre 2022 et 2023, il y a quand même eu un fort taux par rapport au décès. Mais alors en 2025, comment est-ce que ça se présente en termes de statistiques? Parce que vous venez de nous dire tous les efforts que le gouvernement est en train d'entreprendre grâce aux actions que vous également, les ONG, vous menez. La courbe remonte un tout petit peu, c'est en train de remonter. Qu'ils vous souviennent que 2020, 2022, 2023, c'est la Covid. Ouais. Tout le monde a déserté les hôpitaux. Les interventions ont connu un peu de difficultés et donc elles n'étaient pas forcément accessibles aux bénéficiaires ou carrément les femmes, les bénéficiaires n'allaient pas au contact justement de ces interventions-là. Ce qui a fait que, bon, on a eu pas mal de problèmes. On parlait même à l'époque de 200 morts par mois sur une période de près de 18 mois. On va trouver que c'est pas beaucoup, que c'est peu, mais c'est quand même beaucoup. Quand même. Si 200 personnes meurent chaque mois de paludisme et qui plus est des moins de 10 ans, c'est pas bon pour le pays. Mais le pays a quand même fait pieds et mains pour que aujourd'hui les résultats soient meilleurs. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je disais tout à l'heure que on est passé de la 18e place à la 16e place. À la 16e place. Donc c'est déjà on peut faire mieux. On peut faire mieux, mais on est en train de vouloir faire mieux. Parce que le vaccin en fait n'est pas encore accessible dans toutes les zones du pays et la chimioprévention saisonnière, c'est simplement dans le septentrion et dans les collines. Le sud n'a pas droit à la chimioprévention saisonnière. Donc, les interventions sont ciblées en fonction des zones et du climat. Voilà. Donc, alors, voilà. là, notre thématique parlait du rôle de la femme dans l'éradication du paludisme à l'horizon 2030. À moi de vous demander, la femme est au cœur de tout. Absolument. Alors, dans le cas d'espèce, comment peut-elle lutter contre cette maladie? La première chose que moi je dis aux femmes quand je vais en base communautaire, c'est que vous aviez le devoir de sauver vos enfants. Ça, c'est la première chose que je leur dis. Pourquoi c'est les femmes? Les hommes aussi, hein? Attendez, je viens aux hommes. D'accord. Ils ont un rôle à jouer, mais je vais parler d'abord des femmes. Parce que en réalité, c'est la mère, on va pas dire qui s'occupe, mais qui prend soin des enfants. Elle prend soin des enfants et puis l'instinct maternel fait que quand elle a un enfant malade, elle doit pouvoir trouver les voies et moyens pour que cet enfant guérisse. Et justement,
dans cet état des choses, la femme a le premier rôle à jouer. Dès l'apparition des premiers signes, elle doit aller dans le centre de santé le plus proche pour se faire dépister, soit elle-même, soit son enfant. C'est la base. Et vous savez que nous sommes dans une société purement patriarcale. Les hommes n'accompagnent pas forcément les femmes à l'hôpital. Donc, encore une fois... Elle n'a pas fait cet enfant tout seul quand même. Elle l'a pas fait Ils ont également cette obligation. Certains le font, mais étant donné que ce n'est pas dans nos mœurs, c'est pas ancré dans nos mœurs... On se cache toujours derrière les mœurs. Ben, il va falloir que il y ait un sursaut. Il faut qu'on s'approprie cela. Mais il va falloir qu'il y ait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de débats autour pour que l'homme finalement comprenne le rôle qu'il doit jouer. Certains le comprenaient, mais parfois parce que vous êtes dans une société qui, demain quand vous le faites, votre ami ou votre voisin va dire « Oh merde, regardez, c'est sa femme qui le commande, etc. » On évite, les hommes n'aiment pas entendre cela, donc par orgueil, par machisme, ils préfèrent rester dans ce couloir-là, comme quoi ils ont toujours le dernier mot à dire, ils sont le chef de famille et c'est ce qu'ils font et disent qu'ils doivent passer, bien que la société évolue aujourd'hui. Donc, comme je disais, les femmes ont ce rôle-là. Elles ont le rôle de s'assurer que l'enfant se porte bien. Et pour cela, elles ont besoin de comprendre les interventions disponibles. Elles ont besoin d'avoir accès à ces interventions. Elles ont besoin de faire attention parce que parfois, par exemple, pour les femmes enceintes, il y a la chimioprévention. Elles ont plusieurs doses à prendre. Et c'est à elles de faire d'abord attention, de protéger le bébé qu'elles portent dans leur sein. Et pour cela, elles ont besoin de comprendre tout ce qui se fait. Et justement, c'est ce que Icône fait sur le terrain. Et donc, la femme, comme vous venez de le dire, est au cœur de tout. Oui, mais pourquoi est-ce que, constat pour constat, les femmes et les enfants sont les plus exposés au paludisme? Ils sont les plus exposés parce que la femme enceinte... Alors que, généralement, ce sont les hommes qui traînent longtemps dehors. Mais eux, c'est... Non, c'est une fois en passant. C'est une fois en passant. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le paludisme, en réalité, un corps qui n'a pas les défenses immunitaires qu'il faut va très vite succomber à cette maladie-là. Autrement dit, une femme qui est enceinte a son système immunitaire plus ou moins affaibli. Et quand le moustique la pique, si elle ne fait pas attention, elle va faire un palud simple d'abord. Et si elle reste à la maison pour dire, bon, ça va passer, elle prend soit des tisanes, soit de petits comprimés par-ci, par-là, un peu de paracétamol pour dire, non, ça va aller. Le bébé qui est là aussi, le parasite peut l'affecter. Et si l'enfant à l'intérieur est malade, ça va fragiliser davantage son système immunitaire. Raison pour laquelle les femmes sont les cibles prépondérantes pour franchement éradiquer cette maladie parce que elles ont besoin de soins pour se protéger elles-mêmes et protéger le fœtus. Tout à l'heure, vous avez parlé de la sensibilisation. Oui. Alors, je vous demande, lorsque vous, d'Icône 360, vous vous rendez sur les sites pour sensibiliser les femmes, généralement, on dit souvent que parfois, les femmes ont un peu l'oreille dure. Comment ça se passe? Est-ce que les sensibilisations se font sans anicroche? Est-ce qu'elles sont véritablement à l'écoute? Elles sont à l'écoute. Elles sont à l'écoute. Et bien souvent, elles se disent parfois que mais on connaît tout ça, mais on comprenait pas que c'était une maladie aussi grave. Donc, il faut à un moment donné mettre l'accent sur la gravité de la maladie et leur faire comprendre à un moment donné que si tu fais attention, tu peux dépenser moins, tu peux davantage protéger ton enfant peut croître davantage et en très bonne santé. Quand on leur donne ces arguments-là, ils se disent, mais finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, vous aviez raison.
Donc aujourd'hui, on est en train de travailler pour le changement des mentalités. Parce que tant que les mentalités ne vont pas changer, on va toujours mettre beaucoup de financement dans l'éradication de cette maladie. Mais les communautés, comme on aime souvent dire dans notre jargon, elles vont pas adopter les gestes qu'il faut et on aura toujours cette maladie dans nos contrées. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de moustiquaire. J'ai souri parce que ça fait quand même un moment qu'on nous brandit la moustiquaire pour éviter le paludisme. Dormez sur les moustiquaires imprégnés. Maintenant, on a laissé imprégner, on nous parle des moustiquaires bio. Mais la réalité est là. Le paludisme frappe toujours et les gens meurent. Le paludisme frappe toujours, les gens meurent tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas à bon escient les moustiquaires. Sérieux? Ouais. Il y en a qui utilisent des moustiquaires, mais ils sont quand même malades, hein? Oui, on utilise... Non. Bah oui. Quand vous utilisez la moustiquaire, cela ne dit pas que vous n'allez pas faire la maladie. L'utilisation de la moustiquaire, c'est une barrière. Juste, Elle peut... tout simplement ça, juste une barrière. Oui, c'est une barrière. Elle vous évite de faire la maladie tout le temps. Mais cela ne veut pas dire que si vous mettez la moustiquaire, que vous n'allez plus faire la maladie. Non, elle réduit en fait le taux de... Cela t'évite de contracter la maladie. D'accord? Mais cela ne dit pas que tu ne vas pas tomber malade. Oui, mais ça réduit en fait. Oui, mais est-ce que c'est comme ça, mot à mot, que vous expliquez aux populations de nos communautés? Parce que lorsque, à des moments donnés, on discute avec ces populations, non, on nous a dit que si nous dormions sous moustiquaire, nous n'aurons plus le paludisme, nous ne serons plus atteints de cette maladie. Oui. Mais le problème, c'est que ouais. Vous dormez à quelle heure? Vous dormez à partir de 22h, 23h. Les gens sont sous moustiquaire à cette heure-là. Mais quand ils ne sont pas sous moustiquaire, ils sont dehors, ils sont à l'air libre, ils se font piquer. Donc là aussi, il va falloir trouver des interventions pour éviter. Oui, mais est-ce que l'utilisation des moustiquaires, c'est pas un gombo, comme on dit généralement? Est-ce que c'est pas un business? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pécunier qui se cache derrière ça? Parce que ça fait quand même des années qu'en Afrique, on nous chante ça, dormez sous moustiquaire, mais l'expérience a prouvé à un moment donné que c'est l'une des barrières les plus efficaces. Donc même si les gens parlent par derrière pour dire qu'il y a un business derrière, écoutez, moi, moi je il y a un business derrière? Non, là, je ne dis pas non, je ne dis pas oui parce que je ne connais pas le fond. Vous êtes neutre, vous êtes centriste. Je ne connais pas le fond. Pas de moustiquaire, je ne connais pas le fond de la marmite. Mais tout ce que je peux dire, c'est que... Vous ne connaissez pas le fond de la marmite, mais vous êtes à côté de la marmite quand même. Mais avec un peu d'effort, vous saurez quand même ce qu'il y a dans la marmite. Non, parce que justement, cela ne m'interpelle pas. Peut-être maintenant, vous êtes en train de me l'interpeller. Comme par hasard. Non, mais écoutez, les moustiquaires, même moi aussi, j'en ai fait comment on dit? Je sais que quand je dors sous moustiquaire, je ne tombe pas malade. Du moins, pas fréquemment. Les imprégnés ou les nouveaux? Les bio? Les anciens ou bien les moustiquaires bio? Non, les PBio, comme on le dit, ce sont les moustiquaires de nouvelle génération. Et ceux-là sont adressés vraiment à des zones où l'endémicité est vraiment très élevée. Donc, on a laissé les imprégnés. Nous avons les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, qui sont des moustiquaires qui, quand vous les mettez, le moustique, quand il s'accroche, il meurt. Oui, mais on n'entend plus trop parler aussi, d'où ma question, est-ce que c'est les bio qui sont en vogue maintenant, qui sont à la page, comme on dit? Oui, parce que, bon, tout comme les hommes, hein, le moustique a pu muter et il résiste maintenant aux anciennes générations de moustiquaires, d'où les nouvelles générations. Donc, il est important aujourd'hui de faire comprendre aux populations qu'il y a de nouvelles moustiquaires qui sont là et que ce sont de très bonnes moustiquaires et que elles sont là pour les protéger et non dire que par derrière que ça ne marche pas, pourtant c'est là, je tombe malade. Mais comment est-ce que tu utilises ta moustiquaire? C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, quand tu as l'air libre, comment tu te protèges? Parce que dormir sous moustiquaire, c'est une chose, mais rester à l'air libre aussi, c'est comment? Tu te fais piquer.
Alors justement, dites-nous un peu, quels sont les enjeux de la lutte contre le paludisme aujourd'hui, dans notre pays surtout? Alors aujourd'hui, les enjeux, on le sait, hein, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le principal bailleur qui est déjà du Fonds mondial, qui est les États-Unis, se sont retirés. Donc ça fait près de 40% du pactole Voilà. qu'on n'aura plus pour les prochaines années, du moins tant que... On va devoir se battre comme des grands. Il va falloir qu'on se batte comme des grands et moi je trouve d'ailleurs même que c'est une très très bonne chose. Je vais peut-être vous étonner sur cela. C'est une très bonne chose parce qu'il est temps que nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous prenions nos responsabilités. On prend déjà les responsabilités, nous avons nos tisanes, non? Le problème des tisanes, venons-en alors. Les tisanes, je n'ai rien contre les tisanes, mais il faut un dosage pour les communautés par rapport à ces tisanes-là. Et le pays a mis en place une unité qui est là pour pouvoir étudier et voir si telle ou telle tisane que vous voulez mettre sur le marché, si elle n'est pas nuisible ou si elle n'a pas des effets secondaires qui peuvent altérer d'autres organes du corps. Mais malheureusement, on dit les tisanes, oui, les tisanes, c'est bien, mais la fréquence et le dosage, comment vous faites cela pour ne pas plus tard avoir des problèmes de foie, de reins et tout ça. Donc, il faut une dose en toute chose. Et c'est le problème de dosage qui se pose. Mais prenons quelqu'un comme Happy Palu. Happy Palu a quand même pu tirer son épingle du jeu. C'est un très bon produit, Happy Palu. Il continue d'être commercialisé? Je pense que oui, puisque quelqu'un... Vous ne devrez pas penser, puisque vous êtes dans la lutte contre l'éradication du paludisme, vous devrez être sûr. Non, Mes figues, mi-raisin, c'est ça? Non, je ne suis pas mi-fille, mi-raisin, mais je sais que au moins, avant c'était sous forme de solution, aujourd'hui c'est sous forme de comprimé et c'est disponible en pharmacie et que ceux-là qui ne sont pas vraiment adeptes de produits importés préfèrent prendre cela et ça leur marche. Mais au moins à ce niveau-là, on connaît les dosages, c'est bien précis et puis ça marche. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de partenaires. Alors, dites-nous, est-ce que Yvette Alavo, directrice exécutive de l'ONG ICON 360, a décidé de axer sa lutte contre le paludisme parce que là-bas, il paraît qu'il y a un gros pactole. Il paraît que c'est bien juté de ce côté. Donc, c'est politiquement féminin. Donc, on sait généralement que les femmes n'ont pas la langue de bois. Donc, d'où ma question. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Je suis rentrée dans cette lutte tout simplement parce que c'était un cri de cœur d'une mère. Et c'est devenu progressivement une passion pour moi. Et pour cela, j'ai financé sous fonds propres. Ah oui, au début, il faut toujours financer sous fonds propres, non? Non, j'ai financé pendant 8 ans, j'ai financé sur fonds propres avec l'aide justement de mon frère qui a une fondation et puis ensemble, on faisait cela. Et à un moment donné, on s'est dit non, il va falloir que on puisse aller vers d'autres financements beaucoup plus grands parce que les enjeux étant beaucoup plus grands et plus énormes, il fallait vraiment faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des partenaires et je passe au passage, je remercie. Oui, non, il y a l'argent dedans ou pas? C'est ma question. Non, sincèrement, non. Il y a pas, c'est du bénévolat? Non. Si c'est du bénévolat, j'intègre l'ONG après l'émission. Pardon? Si c'est du bénévolat, j'intègre l'ONG après l'émission. Mais s'il y a... Je vous assure que c'est du bénévolat. D'accord. On n'est pas payé pour ce que nous faisons. D'accord. Je vous assure, on n'est pas payé, on n'a pas de salaire, on n'est pas payé. On a juste des per diem, des transports qui nous permettent d'aller en zone communautaire pour pouvoir faire les actions et puis on revient. C'est en fait juste pour vous dire que c'est un métier, quand vous voulez le faire, il vous faut de la passion. C'est un sacerdoce? Oui, ça c'est un sacerdoce pour moi. D'accord. C'est un sacerdoce pour moi et je le martèle parce que je sais ce que cela m'a valu. D'accord, Madame Yvette. Donc, je reviens, je persiste et je signe. Il n'y a pas d'argent dans les ONG. D'accord. Maintenant que le pays est en train de réglementer cela comme il se doit, je crains que demain, on ait très peu d'ONG parce que très peu
pourront vraiment s'aligner sur les exigences pays. Mon plaidoyer peut-être à ce niveau sera qu'on donne un temps aux ONG pour pouvoir être mieux capacités, mieux outillés pour rentrer justement dans ce canevas que le pays nous trace désormais. Mais par moment on dit il y a les bons élèves, il y a les mauvais élèves. Peut-être que les ONG dont vous parlez, ce sont des ONG. Non, moi j'ai parlé d'ONG. Ah ben moi je sais pas. Mais ce qui est sûr, je vous assure qu'il n'y a pas d'argent dedans. Parce que le bailleur qui vous donne 5 francs, il va vouloir que vous le justifiez jusqu'au millième près. Comment est-ce que vous pouviez vous rémunérer? C'est pas possible. Voilà. En fait, on est là pour les communautés. On a décidé de se mettre au service des communautés pour pouvoir simplement apporter un mieux-être aux populations. Voilà, l'entretien fin et stop, c'était avec moi. Je vous ai promis que vous êtes une reine. Oui. Donc, j'invite le loup Carles et la louvette Billy pour le thé des reines. Ce sera votre duel. Ils sont confortablement installés ce samedi. Bonsoir Carles. Bonsoir Fatih. La semaine ça a été? Je bénis le nom du Seigneur. Billy, bonsoir. Bonsoir Tatiana. On est en mode rousse cet après-midi. Alors, l'invitée, elle est là. Carles, elle est une reine, donc on ne bouscule pas trop la reine, mais quand il faut frapper dur, il faut frapper. Je vous la laisse. Bonsoir. Je suis à vous. Bonsoir. Cécile à la mort. Merci, bonsoir. Affectueusement appelée son super ou top, n'est-ce pas? Paraît-il, oui. J'aimerais vous demander pourquoi avoir choisi comme nom de l'ONG Icône 360 degrés. C'est par là, moi, je vais commencer ma question. Alors, Icône 360 degrés, tout simplement parce que quand quelqu'un est en face de vous, vous voyez ce qui se passe. Mais derrière, à gauche, à droite, vous savez pas ce qui se passe. Et pour bien accomplir nos missions, nous avons besoin vraiment des yeux, pour ne pas dire d'une approche à 360 degrés pour pouvoir mieux réussir nos missions. Autrement dit, nous avons une approche inclusive. Nous travaillons avec beaucoup de gens sur le terrain pour que vraiment on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. D'où Icône 360 degrés. Voilà. Parlons de mission. Vous parliez de mission tout à l'heure. Parlons de mission. J'aimerais savoir dans quelle zone spécifiquement est-ce que vous intervenez? Alors, les 5 premières années, on était majoritairement dans le nord pour dire le Borgou, et puis la Danga. Et les 5 autres années, on s'est concentré beaucoup plus sur le sud. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans l'Ouémé, l'Atlantique, les collines et le Koufou. D'accord. J'aimerais aussi savoir votre cible principale. Est-ce que votre cible principale est les enfants, les femmes ou les familles des enfants? C'est quoi la cible principale? Ou c'est tout? Notre cible principale, ce sont les enfants, parce qu'on travaille beaucoup dans les écoles. D'abord les enfants, ensuite les femmes, et on termine par les jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui sont la cible la plus oubliée. D'accord. Ok, Madame Yvette Alavor, je connais un peu votre combat et vous avez fait des choses. Mais bon, aujourd'hui, nous parlons du rôle de la femme dans l'éradication du paludisme à l'horizon 2030. Ouais. Et moi, je voudrais savoir, à Icône 360 degrés, vous êtes la directrice exécutive. Combien de femmes y a-t-il dans cette organisation? Et est-ce qu'on peut faire une proportion de femmes et d'hommes pour voir un peu quelle proportion vous accordez, la marge accordée aux femmes? Bon, ça c'est une très très belle question. Je suis ouverte, j'aime travailler avec les femmes. Mais malheureusement... Il y a déjà mes dedans, mamie. Ah. Sinon, nous sommes à Icône aujourd'hui, nous sommes 3 femmes contre 4 hommes. Vous allez me dire, oui, pourquoi? Parce que malheureusement, excusez-moi beaucoup, mais au niveau des femmes,
Il y a toujours un problème qui se pose, surtout au niveau des jeunes filles. Oui. Au niveau des jeunes filles, j'ai juste remarqué que elles aspirent peut-être à mieux et ne sont pas patientes pour passer toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir arriver. Donc, du coup, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes par le passé, mais à chaque fois, dès qu'une saison passe, elles préfèrent partir. Et aujourd'hui, c'est plutôt les hommes qui sont les plus endurants. Et c'est donc une question d'endurance, c'est pas une question de rivalité, par exemple, de malcompréhension. Oh non, aucunement pas. Non. Merci. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'elles aspirent à mieux, en fait. Ok. Comme je le disais tantôt, on n'est pas forcément rémunéré, et une femme aujourd'hui, si elle a un enfant, elle doit penser à sa famille, à beaucoup de choses. Donc, il y a tout ça. Or, les hommes, ils sont beaucoup plus flexibles à ce sujet. Ok, votre réponse me permet d'embrayer sur la question qui me tient à cœur tout de suite. J'ai remarqué dans la lutte pour l'éradication du paludisme et même pour la santé, il n'y a pas assez de femmes engagées dans la bataille. Vous, en tant que femme leader, que faites-vous pour embarquer plus de femmes dans cette bataille? Ah, ça c'est une bonne question. C'est aussi. une colle? Non, c'est pas une colle. D'accord. Ouf. Je dirais qu'en fait, c'est un milieu qui n'est pas facile. C'est un milieu majoritairement masculin. Et pour avoir sa place, il faut batailler dur. Et il faut de l'endurance. Là, je parle d'endurance encore une fois. Il faut de l'endurance. Il faut être une femme de caractère. Il faut vraiment avoir du caractère pour pouvoir tenir dans ce milieu-là. Et au-delà de ça, il est vraiment important que nous, en tant que femmes, quand on s'engage dans de tels combats, à un moment donné, il faut qu'on reste soudés pour qu'ensemble, on puisse mener encore plus de batailles. Pas qu'il n'y a pas de femmes dans le combat, en tout cas, au même titre que moi. Il y en a, mais elles sont très peu parce que les obstacles à affronter sont énormes. Ça, c'est le premier. Le deuxième problème, c'est que bien souvent, elles ont des conjoints, peut-être qu'ils ne leur permettent pas d'atteindre pleinement leur plein potentiel et les objectifs qu'elles se sont fixés. Et en cours de route, elles sont obligées d'abandonner. Donc, pour moi, ce sont plutôt les deux facteurs-là il y en a d'autres, hein, mais les plus importants pour moi, je pense que c'est ça. Et je crois que c'est les mêmes qu'on retrouve dans d'autres corporations aussi. Et il y a peut-être le problème d'éducation aussi qui se pose. Elles sont pas suffisamment éduquées pour pouvoir affronter un certain nombre de choses également. Oui, mais je suis également intéressé par les cibles de vos actions et les cibles prioritaires dans vos actions. Est-ce qu'elles sont en harmonie avec vos constats propres sur le terrain ou bien elles sont dictées par peut-être les bailleurs ou ceux qui financent éventuellement les actions que vous menez sur le terrain? Non, on est en harmonie avec moi, mes propres convictions. Parce que quand je suis rentrée dans cette lutte, c'était pour aider les femmes. Et pour moi, c'était les femmes et les enfants. Et jusque-là, je suis restée fidèle à cette vision et j'avance avec cette vision-là. Aujourd'hui, j'ai introduit les jeunes parce que les jeunes, selon certaines statistiques, sont les grands oubliés. Ils tombent malades, c'est vrai, mais on ne fait pas forcément attention à eux. Or, ils ont besoin d'être éduqués d'une certaine manière aussi. Donc, depuis 2-3 ans, les jeunes sont devenus une cible prioritaire pour moi. Ok, je vais permettre quand même à Billy aussi d'intervenir. Mon autre question, c'est qui les partenaires de Icône 360 degrés? S'ils ne sont pas... Les premiers partenaires sont le ministère de la Santé à travers le programme de lutte contre le paludisme. Ce sont mes premiers partenaires parce que je ne fais rien sans eux.
Ce sont eux qui chapeautent Mhm. toutes les interventions que toutes les OSC dans le domaine font. Donc, ils sont au courant de tout ce qui se fait. Donc, ce sont mes premiers partenaires, des partenaires techniques qui plus est. Ensuite, nous avons des partenaires locaux qui nous accompagnent sur le terrain. Je veux citer, par exemple, INSIA Assurance, qui pendant longtemps nous ont accompagnés. Je vais citer également récemment AGL qui nous a accompagnés. Et pour ne parler que des privés, mais pour la plupart du temps, ce sont des partenaires extérieurs qui nous accompagnent dans l'atteinte de nos objectifs. Je vais citer Expertise France, qui aujourd'hui est l'un de nos plus grands bailleurs et qui vraiment nous aide à faire un travail formidable sur le terrain. Je vais citer également Humanishare, qui est une ONG française également, qui nous aide à faire de la sensibilisation et par moment à prendre en charge les cas de paludisme qu'ils trouvent sur le terrain. Des zones sont ciblées par rapport à cela. Donc, mes principaux bailleurs à ce jour, c'est ça. Il y en avait pas mal par le passé, mais bon, le paludisme, il faut vraiment de la passion, de l'endurance. Quelqu'un a financé 1 an, 2 ans. Il trouve que c'est toujours peut-être les mêmes choses. On vient jamais à bout de cette maladie-là. Donc, du coup, bon. Ils ont abandonné. Ils abandonnent aussi. Mais Icône a tenu bon jusque-là. Donc, pour finir, je voudrais bien m'intéresser un peu à la gouvernance de Icône 360 degrés. Oui. Je voudrais savoir s'il y a un peu de démocratie au sein de cette organisation ou bien vous êtes la directrice exécutive à vie. Pourquoi cette question? J'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Étant donné que c'est une organisation, une OSC, bon, Ouais, il y il en a paraît que d'autres. les femmes aiment où aussi les gens- beaucoup le pouvoir. Hein. Ben bon, voilà, entre autres, mais bon, il y a 2 organisations, on a connu qu'une seule personne depuis. Bon, moi, je suis en train de faire mon deuxième mandat en tant que directrice exécutive. Peut-être qu'après, j'irai à la présidence. Qui sait? J'en sais trop rien. Mais étant donné que la vision, elle vient de moi, j'ai le devoir, oui. À vie, directrice Non, exécutive à vie. non, je peux pas être directrice à vie. Je peux pas être directrice à vie. Mais il est important que je puisse poser les bases qu'il faut pour que les personnes qui vont prendre le relais après puissent avancer. Et d'ailleurs, je suis en train de passer la main parce qu'aujourd'hui, on me voit très peu. Je suis sur beaucoup d'autres fronts, toujours dans le paludisme. Et très bientôt, qui sait, je vais laisser ma place. Alors, avant de revenir vers Carles pour Oui. nous faire le résumé, depuis des années, on parle de sensibilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, très rapidement, il ne faille pas trouver une nouvelle approche pour lutter contre l'éradication du paludisme? Pour l'éradication. Par contre, Pour lutter, ah oui, pour l'éradication du Non, paludisme. pour lutter, l'éradication, c'est pas demain la veille, je Bon, pense. pour pas, parce lutter que alors. Ouais. Pour lutter, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est possible. C'est possible, mais c'est un changement de comportement. Le nerf de la guerre, c'est le changement de comportement. C'est-à-dire que tant qu'on va demeurer fataliste face à cette maladie-là, on va pas venir à bout. Première chose. Deuxième chose, tant que les autorités locales, à la base, ne jouent pas leur partition, on aura toujours ce problème-là. Parce que le gouvernement met suffisamment en place les politiques qu'il faut pour son éradication. Et maintenant, il faut que les autorités locales, et ça a commencé d'ailleurs, s'approprient justement cette vision d'élimination et aussi que les communautés, les bénéficiaires également de ces interventions-là, jouent leur partition. Je donne un exemple simple. Quand vous rentrez dans un ménage qu'on a sensibilisé pendant longtemps et que vous voyez encore de l'eau, des petites poches d'eau, des pneus dans la cour, les enfants sont là et sont en train de jouer, on va pas dire que c'est le gouvernement encore qui a quelque chose à voir dedans. C'est l'éducation au sein des ménages même qui est en jeu. Maintenant, quand je vois
en cette période de pluie, où nous avons beaucoup d'eau dans certains quartiers, surtout les bas-fonds de Cotonou, pour ne prendre que ça, ce n'est pas l'État central qui viendra faire quoi que ce soit. C'est au niveau décentralisé qu'il faut déjà que ces autorités-là prennent leurs responsabilités. D'accord. Donc, je pense que c'est faisable. On peut changer des politiques, mais à condition que vraiment les interventions nouvelles qu'on trouve, elles soient vraiment axées sur l'élimination. Voilà. Merci Carles, merci Billy. Mais avant, Carles a toujours cette chance-là de nous faire le résumé des propos de notre invité. Donc, vous allez écouter Carles attentivement. Ok, Madame Yvette Cécile Alavant, vous êtes la directrice exécutive de l'ONG ICON 360 degrés. Et vous siégez au sein de plusieurs organisations qui s'intéressent à la lutte contre le paludisme. Le paludisme que vous combattez déjà depuis plus d'une décennie. Et ce matin, sur ce plateau, vous nous avez fait comprendre que le paludisme est une maladie évitable. Oui. Et donc, c'est une affaire de comportement. Absolument. Et vous estimez que tout doit être fait à la base, que c'est pas à l'État central de faire tout ce qu'il faut pour éradiquer le paludisme. Au niveau des ménages. Mais en place les politiques. Mais en place les politiques, mais au niveau des ménages, au niveau des communautés à la base, au niveau des arrondissements, les districts et tout, les gens doivent mettre la main à la pâte pour espérer, pour faire reculer un peu plus le paludisme. Et vos actions, sont ciblées vers les populations qui sont plus prioritaires, qui sont plus touchées par le paludisme à travers, surtout l'étendue du territoire national. Vous travaillez avec les femmes et les enfants, mais vous allez un peu plus vers les jeunes aujourd'hui parce qu'ils semblent être un peu négligés dans cette bataille. Et vous estimez que la première prévention contre le paludisme, c'est les moustiquaires qui sont utilisés à bon escient et que, en plus de ça, il faut qu'il y ait de l'aménagement autour dans les ménages pour éviter qu'il y ait des gîtes larvaires. Et que comme ça, on pourrait espérer faire reculer le paludisme. Et vous pensez aussi qu'il y a suffisamment de médicaments aujourd'hui disponibles pour guérir le paludisme, mais qu'il faut passer par une formation sanitaire pour y accéder, pour éviter d'autres complications. Mais les tisanes, pour les utiliser aussi si nous sommes sûrs des dosages. Et donc, je résume, c'est comme ça que je résume l'essentiel de vos propos de cet après-midi. Oui. Alors, avant de mettre la clé sur le paillasson, votre mot de fin. Mon mot de fin aujourd'hui, puisqu'on est au cœur d'un débat femmes, moi, je voudrais simplement inviter les femmes à se lancer davantage également dans cette lutte-là. Parce que le pari, d'abord, c'est nous. C'est important que nous, chacune de nous, à son niveau, s'approprie les règles de lutte contre cette maladie-là, pour que au niveau micro, on puisse déjà avoir de bons résultats. Et c'est pas sorcier. Mettre des grillages aux portes et aux fenêtres, avoir des répulsifs à la maison, sa moustiquaire, avoir son environnement très propre, c'est quelque chose qui est faisable. Maintenant, je veux inviter les hommes. Vu que ce sont les hommes qui sont nos chefs de famille, ils ont quand même un rôle à jouer. Quand maman, par exemple, elle est épuisée, fatiguée, et ne peut pas mettre la moustiquaire pour les enfants, pourquoi papa ne le ferait pas? Pourquoi papa n'aurait peut-être pas également un œil de supervision sur tout ce qui se fait dans la maison en matière de lutte contre cette maladie-là? C'est à ce niveau-là que nous attendons les hommes. Et au niveau local, il va falloir que les maires, les CA, qui jouent leur partition. Quand on les met là, c'est pour pouvoir servir les communautés. Il faut vraiment que ils ont commencé, mais tous ne parlent pas encore à l'unisson. Et c'est l'occasion de lancer un appel à tout ce monde-là pour que ensemble, main dans la main, on puisse atteindre les objectifs d'élimination depuis 2030. Je vous remercie. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Politiquement Féminin de ce samedi. Nous avons reçu pour vous Yvette Cécile Alavant. Elle est la directrice exécutive de l'ONG ICON 360 degrés, c'est ça? Voilà. Voilà. 360 degrés. Voilà. Merci Carles, merci Billy. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre émission Politiquement Féminin.
Ça se passe tous les samedis après-midi sur ESAE Télévision, la meilleure des web télé.